Alors voilà, dans toutes ces vidéos, dans toutes mes lettres, dans tout ce que j'essaie de faire, j'essaie d'être fiable, d'être droit et surtout de ne pas raconter des contes de fées, des romans, des choses qui n'ont aucun sens et qui s'avèreront fausses rapidement. Évidemment, parfois, même souvent, je dois me tromper, je peux me tromper. J'essaie de faire immédiatement un mea culpa. Mais dans ce qui concerne l'attaque d'Israël contre l'Iran et la réplique de l'Iran, tout ça rappelle tellement les méthodes d'Israël. Ils ont fait la même chose évidemment avec le Hamas, mais tout ça après sous couvert du droit de se défendre, qui est un droit qui arrive d'on ne sait où, puisqu'ils ont le droit de se défendre en attaquant, c'est-à-dire une notion de défense par anticipation qui n'existe nulle part, même dans les films de science-fiction. Et encore, également, ils ont fait évidemment avec la Syrie, puisque pendant 10 ans, l'aviation israélienne a continué à bombarder. On se rappelle tous d'ailleurs du consulat iranien qui avait été détruit avec des généraux à l'intérieur. Il s'était passé la même chose d'ailleurs à Bagdad, mais cette fois c'était un drone américain. Et évidemment, le cas le plus retentissant, ça a été avec le Hezbollah, puisqu'on a eu une série de dominos entre des assassinats ciblés, ensuite les attaques terroristes avec les pagers, et puis finalement la destruction d'un quartier entier de Beyrouth, avec des milliers de victimes, dont pratiquement tout l'état-major du Hezbollah. Alors je sais que c'est très difficile d'imaginer que l'Iran, qui savait qu'une attaque allait se passer, n'a pas su protéger l'intégralité de son état-major. Le chef de l'armée, le chef des gardiens de la Révolution, le chef de l'aviation, le chef des renseignements, tous les personnages principaux ont été tués. Et souvent, ils ont été tués dans leur immeuble, avec leur famille, mais également avec des aides de camp, etc., puisqu'une grande partie des morts se sont passées au moment des signaux d'alerte, où toutes ces personnes devaient se retrouver chacun dans des centres de commandement séparés, mais tous ces centres de commandement étaient connus par le Mossad, qui évidemment avait la liste, les consignes, etc., puisqu'ils sont infiltrés partout. Je rappelle également dans cette vidéo à quel point le nouveau régime, en réalité, en Iran, a été complètement changé avec ce que j'appelle l'assassinat de Raisi avec un hélicoptère, pour aujourd'hui un régime iranien qui n'a pas accepté les propositions de la Russie, qui était la seule possibilité véritablement de préserver l'Iran. Donc l'Iran a cru pouvoir être totalement autonome, parce qu'effectivement l'Iran a une arme, un moyen de pression extraordinaire qui est le détroit d'Ormuz. Mais avec ce qu'on vient de voir au cours des dernières 24 heures, eh bien, je ne sais même pas combien de responsables iraniens seront vivants si jamais un jour ils décident d'ordonner cela, ou s'ils ressembleront à ce qu'est aujourd'hui le Hezbollah, c'est-à-dire un fantôme de ce qu'il a été. Poutine a toujours dit que quand la guerre est sûre, il faut frapper en premier. Eh bien, je pense que c'est une leçon que les Iraniens n'oublieront plus jamais après cette énorme erreur qu'ils viennent d'effectuer, c'est-à-dire d'attendre de prendre la première frappe, qui a été une frappe terrible. Alors évidemment, vous avez tous les youtubeurs, les fans des clics qui vous montrent des images qui passent en boucle, toujours les mêmes, qui donnent l'impression que Tel Aviv aurait été détruite, que 3 aéroports seraient détruits, et les gens disent « Ah mais c'est TASS qui dit ça, c'est machin », alors qu'en fait c'est quelqu'un de plus ou moins inconnu qui essaie de dire ça pour rassurer tout le monde. Et sur les réseaux sociaux maintenant, avec l'intelligence artificielle, évidemment, on est trompé de plus en plus. Donc je vous invite effectivement à beaucoup de prudence. Moi, j'essaie de ne pas raconter des contes de fées, de dire la comptabilité des faits. Et aujourd'hui, si la Russie et la Chine ne viennent pas au secours de l'Iran, d'un point de vue service de renseignement, d'un point de vue service secret, d'un point de vue équipement de pointe, mais en toute urgence, eh bien, j'ai l'impression que le régime continuera à être décapité un par un.
En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt, merci et surtout lisez mes lettres Substack Bertrand55 et contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com bertrand@55bellechasse.com. À bientôt, merci. Introduction, Bertrand Chalère, bonsoir. Bonsoir Karl, bonsoir à tous et merci d'être déjà si nombreux. Écoute, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle de cette possibilité-là que Netanyahou décide unilatéralement d'attaquer l'Iran et c'était un des pires scénarios qu'on imaginait ensemble et nous y sommes. Bertrand, tes premières impressions de ce qui se passe ces dernières heures? Alors déjà, avant tout, pour bien mettre en place le paysage, parce que tu vois, on a toujours tendance à regarder uniquement l'Iran en ce moment, Israël, la Russie, la Chine. Mais il se passe quelque chose aux États-Unis qui, comme par hasard, est programmé depuis des semaines pour ce week-end, pour le 14 juin. C'est une espèce d'insurrection, les grandes manifestations. Et c'est monté en gamme avec la Californie, etc. Et donc, il y a Trump qui est complètement sous le coup de ces manifestations, Soros, USAID, etc. Et il est très possible, plus que possible, qu'en fait, il y ait un deal entre Trump et ceux qui l'emmerdent aux États-Unis en lui disant « On va pas trop te faire chier sur ces trucs-là, on va t'aider à résoudre le problème, mais tu tournes le dos à l'Iran, parce que tu pourras pas tout gérer. » Il faut bien comprendre que dans la politique à ce niveau-là, parfois, malheureusement, ça se passe comme ça. Trump se dit « Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour moi ? Est-ce que c'est de faire un bras de fer avec Netanyahou pour qu'il fasse pas un truc qu'il va vouloir faire ? Si quelque part on me promet de me simplifier la vie sur les manifs aux États-Unis, ou alors je vais me battre avec Netanyahou et les mecs vont intensifier la lutte contre moi aux États-Unis. » Et parce qu'il faut savoir, les gens qui ont financé la campagne de Trump, les gens qui contrôlent les médias, qui contrôlent l'ADL, qui contrôlent la musique, Soros, etc., sont tous des gens qui ont une proximité tribale avec Israël. Et j'utilise vraiment le mot tribal. Et donc, il faut bien comprendre, et ce n'est pas du tout une excuse pour Trump. Ça ne l'excuse pas du tout. C'est-à-dire qu'il fait sans cesse des pactes avec le diable. Et il ne recule jamais devant un pacte avec le diable où il pense qu'il va réussir à jongler. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a pris tout le monde de court. Il avait un Witkoff qui était censé être le négociateur avec la Russie. Et là, il avait été mis comme négociateur depuis 15 jours avec l'Iran. Et il a manifestement trahi l'Iran. Puisque hier, Witkoff disait « Il ne se passera rien parce que la puissance de feu de l'Iran est telle que ça détruirait Israël. » Évidemment, les Iraniens, ils ont entendu ça. Ils ont aussi entendu Trump qui disait « J'ai bon espoir qu'on réussisse à négocier. » Tu dis pas que tu as bon espoir qu'on réussisse à négocier. La veille de 300 opérations spéciales dans la nuit, opérations aériennes, dans lesquelles ce sont tes avions de ravitaillement qui sont utilisés pour ravitailler en vol les avions israéliens. Parce que ce sont les avions de transport de carburant qui ont permis aux F-35 américains, vendus à Israël, de faire les trajets. Et les bombes, ce sont des bombes très spéciales qui ont été utilisées pour détruire les bunkers iraniens et les bases nucléaires. Il faut juste savoir que depuis des mois et des mois, les Iraniens montrent leurs immenses couloirs de bunkers avec des camions qui transportent des missiles. Mais il faut bien imaginer que les missiles, c'est pas des vers de terre, les camions non plus. La sortie, elle est immense. Est-ce que vous pensez vraiment que les services secrets israéliens ne connaissent pas toutes les sorties de véhicules en Iran après tous ces mois? Exactement. Par satellite, etc. Donc, quand vous faites 300 opérations, vous avez déjà réussi à fermer 90% des portes de lance-missiles. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens n'ont à peine que 10% du total de la capacité de missiles entre les mains. C'est-à-dire qu'ils en ont moins que Saddam Hussein avait quand il a été attaqué par les Américains. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de satellites, autant de précision de satellites pour savoir où tout était. Donc, il y avait encore du mystère. Mais l'Iran, il n'y a pas de mystère. Mais le pire qui s'est passé, c'est pas tellement que la capacité de frappe iranienne a été quasiment réduite à néant. C'est-à-dire qu'après les frappes de cette nuit, en fait, tout ce qu'ils seront capables de faire est totalement symbolique. Israël le sait, les Américains le savent, les Russes et les Chinois le savent. Mais le pire qui s'est passé, et ça a commencé, on était quasiment en direct, Karl, c'est que l'année dernière, à peu près à la même époque, il y a un président
iranien qui s'appelle Raisi, qui est mort, soi-disant, dans un accident d'hélicoptère. Et c'était quelqu'un qui était conservateur. Il n'y a qu'à regarder sa photo. Tu sais, il avait un turban, etc. C'était un conservateur. Et il a été remplacé par un réformateur. Ce qu'on appellerait un libéral. Donc quelqu'un qui est tenté de dire pourquoi pas l'IVG, pourquoi pas le porno, pourquoi pas l'euthanasie, pourquoi pas toutes ces choses-là en Iran. Et donc, on a déjà eu un changement de régime en Iran. Il a eu lieu lors de l'assassinat de Raisi l'année dernière. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui suivent les négociations, quand tu vas sur les différents comptes russes, iraniens, etc., disent qu'ils n'ont pas compris pourquoi, alors que la Russie proposait, et moi-même je viens de le découvrir, la Russie proposait, comme avec la Corée du Nord, un article 5 de type OTAN à l'Iran. Eh bien, c'est le seul appendice qui n'était pas encore signé parce que l'Iran se donnait le droit de réfléchir et ils ne voulaient pas intégrer leurs forces militaires avec les forces russes. Parce que qui disait on va bosser ensemble et si l'un est en guerre, l'autre est en guerre, bah c'est comme l'OTAN. À un moment, il faut avoir les mêmes normes, les mêmes canaux de communication. Et en fait, le nouveau président a fait marche arrière par rapport à ce que son prédécesseur faisait. Le prédécesseur voulait absolument, il avait compris l'intérêt des BRICS et l'intérêt d'un rapprochement avec un parapluie capable de protéger l'Iran. Eh bien, ce nouveau président ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il n'a pas été tué, alors qu'il y a tellement de personnalités qui ont été tuées. Bertrand, c'est ce qu'Alexandre Douguin nous a appris ces dernières heures. Hein? Donc, c'est vrai, Oui. cette information-là, parce qu'on avait eu l'article le 17 janvier, cette entente-là signée, qu'on nous avait appris. Et là, c'était pas signé. C'était pas signé. Ou en tout cas, cet article-là n'avait pas été signé. Exactement. L'article en question n'a pas été signé. Mais ce qui est complètement absurde, parce qu'en plus, s'ils avaient signé cet article, d'après ce que j'ai découvert depuis, en fait, ils avaient comme une période d'essai de 2-3 ans, pendant laquelle il y avait la protection qui était garantie, mais il y avait une transition pour les systèmes d'armement et tout. Donc, ils avaient toujours la possibilité d'en sortir. Ça ne se passait pas du jour au lendemain, alors que la protection, elle avait lieu du jour au lendemain. D'accord. Et comment va réagir... Et le Parlement russe était d'accord. Oui, c'est ça, mais le sort de l'Iran n'est pas lié à celui de la Russie, Bertrand, dans cette géopolitique-là. Si, mais c'est une catastrophe pour Poutine. C'est une catastrophe énorme pour Poutine, parce que Poutine a perdu la Syrie. Oui. Et tout le monde disait, moi en premier, ils ne perdront jamais l'Iran. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient laissé tomber la Syrie si vite. Parce que c'était quand même que des terroristes avec des machins. Et enfin, tu vois, c'était même s'ils étaient 5 ou 10 000 ou 15 000, tu vois, les Russes avec leurs hélicoptères, leurs avions, enfin, ils réglaient le compte des colonnes très rapidement. C'est exactement ce que fait en ce moment Israël. Pendant toute la journée, Israël a tout bombardé. Dès que les Iraniens sortaient des camions pour les missiles, les Israéliens y allaient et les bombardaient, soit avec des drones qui étaient présents sur le territoire iranien, soit avec des avions. L'Iran est complètement infiltré. Et ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas les 20 plus hauts gradés iraniens qui sont morts. C'est plusieurs centaines. Ah oui. C'est plusieurs centaines. C'est-à-dire que l'Iran a reconnu des personnages où ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas morts, parce qu'il y a des personnages trop importants. Donc, c'était les grands chefs de toutes les composantes de l'armée. Mais c'était également des personnes qui étaient les stratèges, les ingénieurs nucléaires. Tous ces gens ont été tués dans la même nuit. Et comment ça a été le mode opératoire? Il y en a dont les immeubles ont été piégés, comme ça s'était passé avec Ismaël Haniyeh quand il était venu à Téhéran pour l'inauguration du nouveau président iranien. On se rappelle, il avait été tué soit par une bombe, soit par un drone, mais c'était vraisemblablement un drone qui était air-sol, donc qui avait été largué de très haute altitude par des avions, tu sais, des avions de transport de troupes américains qui larguent des drones en altitude en fait. Et donc ça évite pas les radars, mais les Iraniens ont quasiment plus de radars. Tout ça a été détruit dans les premières minutes, donc ils sont complètement aveugles. Et en fait, quand il y a eu l'alerte qui a été donnée, comme le Mossad connaissait toutes les adresses et les gens, et là où sont installés en fait les hauts gradés, eh ben ils les attendaient et c'était le tir au pigeon. Ils se sont fait tirer un par un, parfois même tués avec un poignard par des agents dans le hall de leur immeuble.
Et ceux qui n'ont pas été tués là ont été tués dans l'endroit où les Israéliens savaient qu'ils allaient se retrouver en cas d'alerte. C'est-à-dire, en fait, les mecs, ils allaient se retrouver à différents endroits dans la ville. Tu sais, chacun avait la liste de l'endroit où il devait aller. Et donc, c'était censé éviter qu'ils soient tous au même endroit et en danger. Mais Israël avait toutes ces listes. Wow. Donc, il connaissait précisément les endroits. Donc, il y avait des agents secrets pas très loin qui mettaient les visées laser pour que, au centimètre près, quasiment, la bombe arrive au bon endroit. Et donc, ils en ont, tu sais, pour le Hezbollah, il y avait eu 4000 attentats terroristes. D'après les informations qui circulent, c'est plus d'1 millier d'officiers supérieurs iraniens qui ont été tués dans la nuit, dont les 20 plus hauts gradés. C'est-à-dire que pendant la journée, les Iraniens ont dû trouver désespérément des généraux qui n'avaient pas été tués. Et il est très possible que les généraux qui n'ont pas été tués sont des gens qui sont très faciles à retourner et qui vont ramer contre l'Iran. Exactement comme ce qui se passe en ce moment avec le Hezbollah, puisque pour tous les gens qui pensaient que le Hezbollah allait se réveiller et se redresser après ce qui est arrivé, je pense qu'ils ont compris que les analyses qu'on avait données sur cette chaîne il y a 8 mois sont exactes, puisque le Hezbollah a complètement disparu. Et le Hezbollah a tellement disparu qu'il ne peut même pas soutenir l'Iran dans son attaque aujourd'hui. Wow. Je ne sais pas si vous réalisez, pour tous les gens qui pensent que l'Iran a raison, que ceci, que cela, que le Hezbollah est tellement décimé qu'ils ne peuvent même pas envoyer des petites roquettes en ce moment sur Israël en solidarité. Et même les Houthis qui envoient de temps en temps 1 ou 2 missiles, maintenant, en fait, c'est à peine si l'Iran n'est pas en train de leur demander de leur repasser des missiles parce qu'ils n'en ont plus. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Et l'Iran vient de tomber dans le piège. Bon, allez, on va virer libre penseur direct. Oui, c'est terminé. Parce que là, voilà. On continue, Bertrand. Laissons-nous pas déranger. C'est trop important. Je vais les éliminer si j'en vois d'autres. Ben oui, parce qu'ils sont là uniquement pour parasiter, en fait. On continue parce que tes informations en Iran, je tiens à souligner aux auditeurs que tu es très bien branché avec le monde iranien. Bien sûr. Et tu as passé la journée avec des gens qui parlent à des familles sur place. Donc, c'est très important ce que tu nous apprends ce soir. Je n'ai pas entendu ça nulle part. On continue. Mais non, mais parce que de toute façon, c'est la vérité. Ça va s'avérer comme une évidence. Si tu veux, quand Israël a fait cette opération, ils avaient décapité, et on voit que c'est la stratégie de Netanyahou, puisqu'en fait, depuis, Netanyahou dit aux Iraniens, soulevez-vous contre votre gouvernement. Il y a déjà, et ça, c'est pas de la propagande, des désertions, comme il y a eu au moment avec le Hezbollah, quand ils ont tous été assassinés. À un moment, les gens se sont dit, est-ce que je suis prêt à mourir ou pas? Et ils se sont dit, allez, je me casse au vert, ou je vais faire savoir, comme ça s'était passé avec l'Irak, comme ça s'est passé avec la Libye, comme ça s'est passé à chaque fois. Il y a des gens qui, moyennant un avenir dans le gouvernement suivant, ou moyennant de l'argent, ou moyennant une promesse, sont capables de se retourner. Ensuite, pratiquement tous les moyens de missiles, tous les moyens aériens, les pistes des aéroports, etc., ont été soit endommagés, soit largement détruites. Ce qui fait que la capacité militaire, à part l'armée de terre de l'Iran, est quasiment détruite. Et on a la confirmation, puisque toute la journée, Israël a bombardé des objectifs, c'est-à-dire que les avions ont passé la journée entière à atterrir, recharger du carburant, recharger des missiles, bombarder. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 300 frappes, on serait à plus de 1200 frappes au moment où je te parle. 1200 frappes. Wow. Ça n'a pas arrêté de la journée et ça va s'intensifier dans la nuit. Et donc l'Iran, en fait, est tombé dans le piège. Parce que qu'est-ce qui vient de se passer? L'Iran a frappé. Et on peut comprendre qu'ils aient frappé. Mais maintenant, tu écoutes tous les discours de Macron, de tout le monde. L'Iran a tapé Tel Aviv, ils ont attaqué les civils. Alors que toute la nuit, il y a des dizaines d'enfants et de familles qui ont été tués parce qu'ils étaient la famille de hauts gradés de l'armée iranienne. Des immeubles entiers ont été détruits parce qu'ils visaient un scientifique ou un militaire. Mais ça, nous, nos hommes politiques n'en parlent pas. Parce qu'Israël a le droit de se défendre en avance sur une agression prévue. Donc, tu sais, on est dans les films de science-fiction où on imagine que l'Iran serait capable d'utiliser ses armes nucléaires contre Israël. Mais évidemment, personne n'a envie d'utiliser les armes nucléaires, la Corée du Nord non plus. C'est juste, ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Ça veut dire que si l'Iran avait une arme nucléaire,
évidemment, Israël n'attaquerait pas l'Iran, puisqu'il aurait ce risque. Mais l'Iran ne va pas attaquer Israël, puisqu'Israël en a plus, et Israël est en accord avec les États-Unis. Donc si une bombe nucléaire tombait sur Israël, mais il y aurait 1000 bombes qui tomberaient sur l'Iran. Les Iraniens le savent très bien, mais ça calmerait un peu. Donc la DCA, ça peut rien faire contre les F-35 et autres. Ils ont descendu effectivement des avions parce qu'ils avaient des restes de S-300 et S-400 russes, Ouais. mais ils ont tous été détruits en fait. Ouais, ils ont même réussi à prendre une pilote israélienne femme d'un avion, d'un F-35 qui a été descendu, et l'autre avion, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, il y a l'image d'un F-35 qui a été descendu. Oui, parce que c'était. En tout cas, moi, j'avais pensé que les Russes avaient équipé l'Iran du système S-400. Là. Et il y a à peu Oui, près alors deux ils ont mois commencé. maintenant. Ouais, Ils ont commencé, mais tu sais, c'est des systèmes. Quand tu as des agents secrets infiltrés comme le Mossad, Ah ouais. totalement infiltrés, c'est très facile d'aller détruire ces choses-là. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'Israël n'a pas vaincu Gaza. Alors, moi, je ne sais pas, un génocide, c'est quand tu as vaincu le pays ou la région ou la ville et que tu te contentes de les bombarder. Donc, il n'y a pas quand même beaucoup de résistance. Si vous considérez qu'en 2 ans, le Hamas, il a peut-être tué 300 ou 400 soldats israéliens depuis le 8 octobre, donc on ne peut pas véritablement dire qu'Israël n'a pas vaincu Gaza. Ils n'ont pas encore fini le nettoyage ethnique, ils n'ont pas fini le génocide, mais le Hamas est vaincu depuis le début en fait. La France, si tu veux, elle a été vaincue par l'Allemagne nazie, et après il y a des résistants, mais c'était uniquement des résistants qui étaient d'ailleurs appelés terroristes par les nazis, mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas perdu la guerre. Ils étaient là pour rendre la vie difficile, mais la guerre était perdue. C'est pour ça qu'on les appelait des résistants ou l'armée de l'ombre ou n'importe. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, l'objectif d'Israël n'est pas d'utiliser des milliards pour bombarder l'Iran. Ils le feront, ça leur posera aucun problème. Mais c'est qu'il y ait une révolution de couleur. Si vous regardez les 10 dernières années en Iran, vous allez voir qu'il y a eu 3 tentatives de révolution de couleur, dont certaines ont failli aboutir. Il y a eu une histoire pour un foulard, il y a eu et donc ça va pas s'arrêter là. À l'intérieur de la société iranienne, c'est comme en Syrie. La Syrie est tombée avant tout parce qu'en fait, les Syriens qui avaient émigré en Europe ont convaincu leurs compatriotes de ne pas se rallier à Assad et de baisser les armes. Et évidemment, ça leur a coûté la vie, puisque maintenant, dans toutes les régions en question, il y a des exécutions. Et ça va être la même chose en Iran. Ça pourrait être un bain de sang en Iran. On disait que envahir l'Iran, c'était pas envahir l'Irak, que ça allait être beaucoup plus difficile. Là, Mais les l'Irak, premières. Ouais. non, vas-y, vas-y. Mais les premières heures me font croire le contraire. Là, j'ai l'impression, on voit jusqu'à quel point l'ennemi vient de l'intérieur, comment ils ont mobilisé des forces de l'intérieur. Exactement. Et ça montre la force du Mossad aussi. Exactement. Ils sont capables d'infiltrer des régimes comme l'Iran. Imagine nos petits régimes occidentaux en ce moment. Et parce qu'en fait, l'Iran, et ça c'est vraiment important, il a perdu la foi. C'est-à-dire que quand tu élis un président comme le président actuel en Iran, qui en réalité déteste la religion, qui déteste les traditions, et qui est celui qui a fait chuter le Hezbollah. C'est lui qui, en marge de la conférence de l'ONU de l'année dernière, a été convaincu par Macron de dire au Hezbollah et à ses généraux, ne vous inquiétez pas, il va y avoir la paix, vous pouvez vous retrouver et discuter des conditions de paix. Et c'est comme ça qu'ils ont tous été bombardés. Ah oui. Parce que mais lui a été tellement naïf qu'il avait été convaincu par Macron. On a les photos de cette réunion. Certains expliquent ça aux auditeurs, c'est important parce que c'est Jean-Claude qui m'en a parlé tantôt. Comment on a pu aller chercher les adresses et autres? C'est justement à travers des pourparlers de paix qu'on les a identifiés. Exactement. Wow. Ils sont tombés, ils se sont fait piéger. C'est-à-dire que ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, Israël a infiltré la chaîne logistique de l'approvisionnement du Hezbollah en termes de téléphone, pager, etc. Talkie-walkie. Et donc, ils se sont retrouvés avec leurs pagers et leurs talkie-walkie avec des bombes qu'Israël pouvait activer quand il voulait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à cause de ça, ils n'avaient plus aucun moyen de communiquer entre eux de façon sécurisée, puisque sinon, ils devaient passer par des réseaux
qui évidemment espionne Israël. Et donc, comme ils avaient du mal à parler, qu'il y en a plein qui avaient perdu une main, un œil, et qui étaient morts, hein. Il y a eu beaucoup de morts suite à ça. Eh bien, pour pouvoir parler, ils essayaient de se réunir par petits groupes. Mais là, comme le président iranien a fait passer le message que Trump disait qu'il voulait la paix, les Israéliens disaient « Ok, on va arrêter cette guerre avec le Hezbollah ». Et le président français vient jouer les médiateurs en leur disant « Vous inquiétez pas, j'ai la garantie, donc le Hezbollah peut se réunir et décider, comme ça on va aller plus vite ». Et le président iranien les appelle, les mecs tombent dans le piège, ils se réunissent tous avec le patron de l'époque des gardiens de la Révolution, qui s'appelait Niforoucham, plus d'autres grands généraux, et ils se sont tous fait tuer. Depuis l'assassinat de Soleimani, les Iraniens n'ont jamais cessé de courir après les baffes. Soleimani, Niforoucham, là, les 20 plus hauts gradés de l'armée iranienne ont été tués, et il n'y a plus... Les chiffres, je te dis, 1000 officiers supérieurs qui ont été tués dans la nuit, dans les différents blocos, où ils se réunissaient. Non mais c'est le délire. Et la réponse de l'Iran, à chaque fois, ça a été d'envoyer quelques missiles. Alors que c'était le rêve d'Israël qu'ils envoient des missiles. Parce que ça leur permet de savoir où sont leurs derniers lieux de missiles, quels sont les derniers endroits, les derniers tunnels qu'ils n'avaient pas encore identifiés ou autres. Donc là, les trucs ont déjà été bombardés dans la nuit. Et voilà. Donc, le problème, c'est pas d'agiter le drapeau blanc. C'est qu'en fait, l'Iran devrait faire exactement ce qu'a fait le Donbass en appelant au secours les Russes, ce qu'a fait la Syrie en appelant au secours les Russes en 2011, quand le régime syrien était en train de tomber. Je vous rappelle que la Russie n'était pas là-bas. Et Bachar el-Assad a appelé au secours l'armée russe qui est venue et qui a renversé la vapeur. C'était compliqué. Et là, en fait, la seule chance, c'est pas de mettre le drapeau blanc, c'est d'appeler au secours la Russie et la Chine et leur dire « Venez nous protéger, venez nous sauver ». Et donc d'avoir exactement comme quand Zelensky dit à l'OTAN « Venez me protéger ». Des gens de casques bleus chinois, russes. Exactement. Ouais. Et donc là, comme la Russie et la Chine respectent toujours le droit international, évidemment, il y aura des vétos de tous les pays sauf la Russie et la Chine, puisqu'on a déjà Macron, Starmer, Merz, tous qui disent Israël a le droit de se défendre. Mais se défendre contre quoi? Ouais. Ah oui. Hein, c'est comme les gens qui disent, alors qu'il y a un génocide télévisé, Israël n'a pas perdu la guerre à Gaza. Mais non, il n'y a jamais eu de guerre à Gaza. N'utilisez pas ces mots-là. C'est des mots qui sont utilisés, c'est la hasbara d'Israël. Et vous tombez dans le piège. C'est comme les gens qui disent judéo-chrétien, c'est un piège, c'est des mots pièges, c'est des mots empoisonnés pour vous faire dire l'inverse de ce que vous avez envie de dire. Bertrand, et vous tombez dans le piège. Oui, et l'autre réaction que j'ai analysée ces dernières heures par rapport à la sortie de Donald Trump. Trump déclare que l'attaque d'Israël avait été excellente et ajoute que ce n'est pas fini. Écoute, j'ai parlé avec des gens ici, puis j'aimerais que tu leur répondes, où ils sont comme soulagés que les États-Unis et Israël aient pris en main le dossier iranien et font l'éloge de toute l'opération en ce moment. Et c'est comme... Et là, c'est vraiment important que tu l'expliques ce soir, Bertrand, comment il n'est pas à propos en ce moment de se réjouir de l'intervention d'Israël en Iran. Plusieurs disent « Ah, enfin, ils vont faire le ménage des méchants ayatollahs qui dirigent d'une main de fer l'Iran. » Tous les préjugés religieux associés à ce régime-là, qui est monté de toutes pièces, va justifier toutes les interventions qu'on va assister là, dans les prochains jours. Je suis en train de les voir sortir, cette ivresse de puissance-là, comme si on était, comme si on avait la permission de régler ça selon les intérêts d'Israël. Mais le monde entier est sous la coupe des intérêts d'Israël. En fait, c'est pas les intérêts d'Israël, parce que en fait, même les chefs d'État en Israël se foutent bien des Israéliens. On est vraiment avec ce que Poutine appelait le bal des vampires. Il est en train de prendre une ampleur pas possible.
Il est évidemment très présent à Paris, très présent à Berlin, très présent à Washington, très présent, bien sûr, à Tel Aviv. Mais ce sont des individus contre l'ensemble des peuples de la Terre. C'est pas Israël ou les États-Unis contre l'Iran. C'est une poignée d'individus contre l'ensemble des humains de la Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui s'est passé avec le Covid. C'est ça qui est en train de se passer avec le front russe. L'idée, c'est de faire tomber les derniers bastions de respect de ce qu'est un être humain sur Terre. Tu sais, quand tu déconnectes les gens du bien penser, du bien parler, du bien agir, qui est en train de se passer partout. Il n'y a qu'à regarder les émeutes aux États-Unis, la manière avec laquelle les gens parlent, ils ne savent plus parler, ils savent que gueuler, etc., etc. Et c'est la même chose en France, et c'est la même chose en Israël, et c'est la même chose partout. Aujourd'hui, les seuls qui sont calmes, qui donnent l'impression d'être apaisés, etc., c'est les Russes et les Chinois, et un peu les Iraniens, qui étaient vraiment en train de devenir un nouveau référentiel, puisqu'ils avaient des dialogues qui s'affirmaient avec l'Arabie Saoudite, etc. Mais en réalité, le jour où Trump a été élu, et je le répéterai jamais assez, le jour où Trump a été élu, très vite, il a dit « Je ne discuterai ni avec Zelensky, ni avec les Européens pour faire la paix en Ukraine ». Et finalement, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Et il a perdu. Et la situation sur le front ukrainien est de pire en pire. Et hier, l'Allemagne vient de donner 2 milliards, et demain, la France annoncera 2 milliards, et dans une semaine, l'Europe annoncera 10 milliards. Et la Russie et les États-Unis continuent à donner autant d'argent et tout ce qu'ils veulent aux Ukrainiens, parce qu'en fait, Trump n'a pas le contrôle, c'est une décision qui dépend du Congrès et du Sénat. Et au Congrès et au Sénat, comme on avait vu ensemble, il y a un certain nombre de sénateurs, Lindsey Graham en particulier, qui en réalité a plus de pouvoir que Donald Trump sur ces personnes-là. Et donc Donald Trump, en fait, il est un peu, si tu veux, si je devais décrire la puissance de cette mafia khazare très infiltrée, c'est comme un énorme torrent. Et Trump, il a voulu tremper les pieds dans le torrent parce que ça l'amusait, pour toucher de l'argent, pour avoir des amitiés, pour résoudre des problèmes. Et maintenant, il est embarqué dans le torrent. Et donc, quand tu es embarqué dans un torrent comme ça, et que tu es Donald Trump, bah, plutôt que de t'exploser sur les rochers au fur et à mesure en montrant que tu n'es pas d'accord avec ce que veut faire le torrent, bah, tu essaies d'éviter jusqu'à ce que tu trouves une branche ou un rocher sur lequel tu peux t'agripper et sortir. Donc Trump, maintenant, tant qu'il ne réussit pas à sortir du torrent, tant qu'il ne s'extrait pas de cette mafia, il sera l'ennemi du monde au même titre que les autres, parce qu'il ne pensera qu'à sauver sa peau. Et c'est exactement ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez. L'Iran, ils viennent d'envoyer des bombes. Donc tous les médias mainstream, tout le monde dit, en France, au Canada, aux États-Unis, il faut qu'Israël réagisse. Vous voyez, ces gens, dès qu'ils ont des missiles, ils ne comprennent pas les leçons. Israël voulait juste les empêcher d'avoir des armes atomiques, mais pas le reste. Parce qu'évidemment, ils ont montré les photos des morts à Téhéran, des machins, etc. Donc Israël jouait bien. C'était pour priver des gens dangereux, des islamistes, etc. Et donc, dans tous les médias, on montre des espèces de fanatiques qui donnent des armes aux enfants dès le plus jeune âge, qui entraînent les enfants, et les violences dans les banlieues, et les violences, etc. Mais dans aucun pays du monde, il y a des Iraniens dont les gens dangereux. Dans tous les pays du monde, les Iraniens, c'est les médecins, c'est des avocats, c'est des chercheurs. T'as pas d'Iraniens qui tuent les gens, t'as pas d'Iraniens qui font des saloperies avec des couteaux. Comment on a réussi à mettre dans la tête des gens que l'Iran, c'était un pays de salopards, alors que c'est le pays avec le niveau intellectuel, le niveau de formation, le niveau d'alphabétisation parmi les plus élevés du monde. Donne-moi un seul pays dans lequel on va te dire qu'il y a des problèmes avec la communauté iranienne. Ça n'existe pas. Les Iraniens, ils sont irréprochables partout où ils vont. Donc, dans tous les pays, ce sont les médecins que les gens privilégient, vont voir, etc. Et donc, ça, c'est très important de le souligner. On a cet amalgame qui est fait d'Iraniens égale musulmans égale terroristes. Voilà. Et donc, la machine est à fond là-dessus. Et donc, si les Iraniens, aujourd'hui, au lieu de dire « on va envoyer des bombes », ils avaient appelé petit 1 au secours les Russes, et ils avaient fait des déclarations très importantes en disant « peuple du monde, vous ne savez pas la réalité du monde dans lequel vous vivez. On va vous parler
du 11 septembre. On va vous parler du Covid. Et il faisait ça conjointement avec la Chine et la Russie. C'est ça la bombe nucléaire dans le monde actuel. C'est pas d'envoyer des missiles, c'est d'envoyer la vérité à la face du monde. C'est d'être suffisamment audible en disant ces gens veulent nous empêcher de parler parce que ce sont des monstres qui veulent détruire le monde. Et Bertrand, comme Français, tu dois être touché encore de plus près quand tu as appris la mort de Éric Dénessé. Une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on n'a pas fini avec le dossier de l'Iran. Mais là, il y en a qui relient ça beaucoup aussi à la mort du général de la Ward. En tout cas, l'État et d'autres, et ton procès et d'autres aussi. Il y a des choses qui doivent être dénoncées, ou en tout cas, on doit. Parle-nous de ça. Comment tu as appris la nouvelle et qu'est-ce que ça te dit, toi, ça, comme événement? Alors, déjà, moi, je m'exprime, je vais pas trop m'exprimer parce que c'est un sujet très sensible, oui. Puisqu'il s'agit d'un suicide par balle. Ah oui? Ouais. Tu vas nous en apprendre parce qu'on n'en sait pas beaucoup encore sur le dossier. Donc, les informations, c'est qu'il se serait tiré une balle dans la tête. La police a conclu quasiment immédiatement au suicide, compte tenu de ce qu'ils ont trouvé sur place. La famille conteste cette scène et demande une enquête. Alors, déjà, il y a pas mal de choses qui sont importantes à dire. Petit 1, Dénessé est quelqu'un qui vient de la fraternité des francs-maçons. Il faisait partie des services secrets et il était connu, il était affirmé comme un ancien franc-maçon. Voilà, ça c'est la première chose. Donc il avait également été très connecté avec les forces spéciales. Donc c'est quelqu'un qui avait des informations et qui avait des analyses qui étaient très très respectées parce qu'il faisait des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Mais il faut savoir une chose, c'est que la résistance, entre guillemets, c'est un monde extraordinairement ingrat, c'est un monde extraordinairement égoïste, et c'est un monde dans lequel les chaînes ne pensent qu'à elles. Donc quelqu'un comme Dénessé, il allait d'un plateau à l'autre, courait d'un plateau à l'autre, pour essayer de mettre en avant sa société de conseil en analyse géopolitique. Mais ces sociétés de conseil en analyse géopolitique, quand tu es considéré comme un résistant, sont des sociétés qui fonctionnent très très peu. Et si tu n'as pas ton média à toi, très vite ta vie est compliquée parce que éventuellement les gens t'invitent au restaurant, te donnent un petit coup à boire, etc. Mais lui, il n'était pas dans un schéma où, contrairement aux chaînes dans lesquelles ils allaient, qui sont millionnaires, lui était quelqu'un qui restait très digne, très élégant, qui avait sa retraite. Enfin, tu vois, il avait des moyens pour vivre. Mais comme il essayait aussi de s'engager à développer une société, ça pouvait être très compliqué. Et surtout, c'est quelqu'un qui était seul. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Et donc, quand tu arrives à un certain âge, que tu donnes ta vie, entre guillemets, à essayer d'informer les autres, que tu l'as fait toute ta vie d'ailleurs, soit pour le compte de l'État et là pour le compte d'une recherche de la vérité, eh bien, parfois les semaines sont très longues. Parce que tu vas faire des analyses devant les télés pendant 1 heure, pendant 2 heures. Du matin au soir, tu lis, tu analyses, tu poses des questions. Tu sais que tu es vraisemblablement sur écoute. Tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas que tu donnes des informations plus ou moins confidentielles. Et surtout, il venait de franchir une ligne rouge, Dénessé. Il venait de dire que Macron était, selon lui, devenu complètement fou et incontrôlable. Alors si toi ou moi on le dit, on a 1000 personnes, 2000 personnes qui nous écoutent attentivement, qui vont nous croire. Et si on le répète et qu'on est convaincant, elles vont penser comme nous. C'est-à-dire qu'elles vont, même si elles entendent 1000 autres personnes dire l'inverse, elles auront compris que c'était peut-être ça la réalité. Mais quand tu as quelqu'un comme Dénessé qui va toucher chaque semaine 300 ou 500 000 personnes et qui commence à tenir ce langage, alors évidemment, il y a des personnes qui peuvent se dire attention, danger. Parce que si Brochu et Schoeller, ils peuvent remuer 2, 3, 5, 10 000 personnes ou en amuser quand ils font une émission sur tel ou tel thème, Dénessé, dans une semaine, il va en chambouler pas mal. Et alors, il faut savoir que avec les technologies actuelles, avec plein de choses, tu peux injecter un truc qui fait
déprimer en quelques jours quelqu'un. C'est très facile. Tu sais que quelqu'un qui est trop euphorique, tu peux lui donner des pilules pour le calmer. Tu vois, par exemple, Oui. quelqu'un qui est un psychopathe ou autre. Puis quelqu'un qui est trop renfermé, tu peux lui donner des trucs pour le rendre un peu plus ouvert. Tu sais, on a de la chimie qui permet de faire ça. Et donc, quand tu as quelqu'un qui est relativement seul, relativement isolé, tu vois, il n'y a pas une femme à côté de lui, une famille, pour voir qu'il est en train de sombrer, mais peut-être chimiquement, ou peut-être par sa solitude, ou peut-être pas. Donc, tout est possible. Aujourd'hui, en fait, on peut faire disparaître quelqu'un en le poussant à se suicider ou en le tuant, comme si c'était un suicide. Il y a 1 milliard de moyens. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a cet événement majeur de cette attaque terroriste dans la nuit d'Israël contre l'Iran. Une attaque pas du tout autorisée par l'ONU. Tu vois, quand les États-Unis attaquent l'Irak ou quand les autres pays attaquent la Libye, ça passe devant l'ONU et l'ONU donne l'autorisation. Donc la Libye sait qu'elle va commencer à être frappée. Bah, tu vois, tu as des espèces de règles du jeu. Mais l'Iran ne respecte Israël ne respecte aucune règle du jeu. C'est un État qui est un État barbare et terroriste. Ils l'ont montré en Syrie, puisque la Syrie était bombardée tous les jours pendant des années par l'armée israélienne sans aucune autorisation, et une partie importante du territoire syrien a été pris par Israël. Mais le Liban, ça a été le cas d'école. 5000 pagers ont explosé. Ça a tué des enfants, ça a défiguré des enfants, ça a tué des familles entières quand le pager était à côté de la cuisinière à gaz, puisque ça s'est passé à l'heure du déjeuner. Donc à un moment où les pagers sont dans les cuisines, avec tous les effets, on a vu des immeubles qui étaient entièrement soufflés par les pagers. Et ensuite, ils ont été tués. Et Dénessé est quelqu'un qui avait souvent des analyses extrêmement intéressantes sur ces choses-là. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait été très recherché pour parler de ça. C'est-à-dire que les médias se seraient arrachés son analyse. Pourquoi? Parce qu'il aurait été au courant d'informations que lui auraient données des gens des services secrets français ou d'autres pays qui sont écœurés par ce qui se passe. En fait, il était le relais de ces personnes. Il était la personne de confiance. C'est-à-dire qu'il savait comment entrer en contact avec eux et eux savaient ce qui s'était passé, depuis combien de temps c'était prévu, dans quelle mesure Donald Trump, Macron étaient avertis très longtemps avant. Parce que toutes ces choses-là, les renseignements dans les différents pays le savent. Ils connaissent ces choses-là. Ah oui. Et donc, c'est quelqu'un qui aurait donné un éclairage. Et donc, le fait que sa mort suspecte, et c'est pas moi qui le dis, c'est sa famille. La police dit l'inverse. Et sa mort suspecte arrive la veille d'un événement géopolitique considérable. Eh bien, ça veut dire que tu as une voix extrêmement importante, une voix structurée et structurante qui a disparu. Et ça va rendre le paysage français d'une finesse extraordinaire. Parce que, sans vouloir critiquer, la plupart des gens qui s'expriment sur toutes les questions qui concernent les pays arabes, sur les plateaux comme TVL, Tocsin, etc., tapent sur l'Iran. Quand ils en parlent, parce qu'ils n'en parlent même pas, en fait. Ils attendent qu'on leur dicte ce qu'ils doivent dire. Mais si tu regardes, par exemple, moi, la personne avec qui j'étais avant qu'on se retrouve, que tu as eu au téléphone, mon pote Karim, ouais, il voulait essayer de te voir, là, il est monté avec moi, et puis il voulait se mettre devant l'écran, mais il a dit, voilà, si je passe devant la caméra... On va se voir à Paris bientôt. Voilà, mais exactement, il est très impatient de te rencontrer. Eh bien, tu vois, on discutait de ces choses-là. Et lui, il est très curieux. Il est pas mal sur la route, il écoute, il est très... et il me dit, je ne peux plus supporter de regarder TVL, je supporte plus de regarder Tocsin, parce que maintenant, au fur et à mesure des semaines et des mois que tu m'as donné les éléments pour décrypter les choses, je me rends compte au quotidien la toile d'araignée qu'ils font. Il dit, à un moment, je me mettais sans aucune raison, comme avant quand je regardais la télé, à regarder sur ces chaînes ou à écouter sur ces chaînes, même des choses qui ne m'intéressaient absolument pas. Juste parce qu'en fait, ils avaient réussi à me dire qu'à la fin, un peu plus tard, il y aurait une déclaration sur telle chose, etc. Parce que c'est des professionnels de te maintenir chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont invité aujourd'hui sur cette chaîne? Tu regardes l'émission de ce matin, c'est lui qui m'a dit, moi, j'ai pas regardé. Ils ont regardé une dame qui passe en ce moment sur tous les plateaux de ces chaînes-là, qui est devenue totalement anti-musulman, etc., et qui était, semble-t-il, une compagne de Tariq Ramadan. Eh bien, cette personne, pendant
1 heure, elle a conditionné les gens à détester l'Iran. Et ça a été pareil pendant toute la matinée. Puisque l'émission suivante, il m'a dit, c'était dingue. C'était une émission, on ne parlait que des migrants, que des banlieues, que la violence, que les problèmes d'intégration avec les musulmans. Évidemment, les gens ne te disent pas qu'il y a des problèmes avec les Iraniens. Mais comme les Iraniens sont des musulmans, par translation, il y a des problèmes avec les Iraniens. Et donc, ce soir, quand les gens ont vu toutes les émissions complotistes sur ces chaînes de merde, et qui regardent les infos à la télé, sur CNews, BFM ou TF1, et qu'on leur dit, oh là là, heureusement, Israël est en train de sauver le monde. Et écoutez cette déclaration de Netanyahou qui dit Iraniens, levez-vous, vous êtes la lumière du monde, vous allez pouvoir renverser le gouvernement de votre pays qui est un gouvernement de l'ombre, de mollahs, dangereux, qui pendent, qui ceci, qui cela, etc. Et nous, vous n'avez pas trop bombardé, mais comme ils viennent de vous bombarder, on s'excuse, mais on va devoir vous bombarder aussi, comme si c'était pas prévu, et on va passer à 1000 bombardements par jour. Parce qu'en fait, ils ont tout le temps trompé tout le monde. Ils faisaient croire qu'ils avaient plus de bombes pour bombarder la Syrie et le Liban. Ils n'ont jamais bombardé autant. Ils faisaient croire que les Américains n'avaient pas donné de bombes très puissantes. Et finalement, ils ont les bombes les plus puissantes du monde avec lesquelles ils ont attaqué les blocos et les bunkers iraniens. Tout n'est que mensonge. Et il y a une duplicité terrible de Trump qui est complètement dans cette toile araignée. Et tu remarqueras que Musk, il a même abandonné le truc là maintenant. Il ose même pas en parler. Tu vois, il sait très bien qu'il veut pas signer un pacte avec le diable. Et tu vois, il va pas se mettre à dire, parce qu'il sait que c'est complètement aberrant qu'Israël a le droit de se défendre, mais il est pieds et poings liés aussi. Écoute, Bertrand, je réalise jusqu'à quel point là, on est dans c'est ça, le soft power de la guerre cognitive. C'est Gabriel Gallis tantôt qui m'en parlait, et moi, je ressens ça fortement ici, avec mon passé nationaliste au Québec où je voyais le gouvernement canadien. Alors, juste un truc, je réponds à une question. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai annoncé Trump comme un messie. Non, j'ai dit que Trump était meilleur parmi les candidats et qu'il était, à mon avis, une des personnes qui, si elle était unie avec d'autres, pouvait changer la face du monde. J'appelais ça les 5 fantastiques. Et comprenez-moi bien, j'avais raison, puisque si Trump avait été uni avec les personnes dont je parle, Xi, Poutine, Ben Salman, Musk, eh bien, il n'y aurait pas eu les tarifs contre la Chine. Donc, il n'y aurait pas les manifestations dans les villes aujourd'hui parce que les gens souffrent des conséquences sur l'inflation, etc., de ce que Trump a fait avec la Chine. Il n'y aurait pas, la guerre en Ukraine serait terminée et évidemment, Trump se serait opposé à ce qui se passe. Il en avait la capacité, il en avait l'intelligence, il en avait l'intuition. Malheureusement, le diable est bien plus fort parce qu'il a fait oublier à Trump qu'il existait. Il a fait oublier à Trump qu'il avait le visage de Macron, de Netanyahou et de d'autres personnes qui entourent Trump. Lindsey Graham, Chuck Schumer, plein de gens, Rubio, etc., sont tous des rouages de ce système. Et donc, Trump avait cette possibilité, mais comme n'importe quelle personne, on a tous peut-être une grande propension au bien ou une grande propension au mal, mais on peut, alors qu'on avait une propension au mal très forte, faire le bien quasiment toute sa vie. Et on avait une propension au bien forte et on a fait le mal. Trump avait et a toujours une grande propension au bien. Mais en ce moment, il fait le mal. Et peut-être qu'il ne réussira jamais à revenir dans le camp du bien, mais il en avait la possibilité. C'est ça ce que j'ai dit. Et moi, je suis pas comme les QAnon qui disent que tout ce qu'il fait, c'est parfait, qu'il a des plans en 5e dimension, etc. Je n'ai jamais dit ça. Ça fait très longtemps que j'explique que malheureusement, Trump est en train d'aller du côté obscur de ce qu'il avait annoncé. Et il risque même, je vais aller plus loin, de s'avérer être le plus mauvais président de l'histoire des États-Unis à cause de toutes ces compromissions et des casseroles maintenant qu'il est en train d'accumuler. Et il risque d'ailleurs de se prendre une balle dans la tête une fois qu'il aura foutu tout le bordel pour être remplacé par Vance ou Rubio, qui là seront encore plus compatibles avec une catastrophe mondiale qui arrive à grands pas, la 3e guerre mondiale. Parce que qu'est-ce que les Russes ont compris aujourd'hui? Ils ne pouvaient pas faire confiance à Trump. Que Trump n'était pas capable de tenir la moindre parole parce qu'il ne gouverne plus rien. Écoute, c'est tout à ton honneur, Bertrand, parce que effectivement, tu as fondé beaucoup d'espoir en Donald Trump. On est prêt encore une fois à donner la chance au coureur. Si demain matin, il osait faire une déclaration où il y a un peu de nuance dans ce qui se passe au Proche-Orient, plutôt que
de tomber lui aussi dans une partisanerie. J'ai l'impression que Ouais. souvent, ces messages s'adressent à ses partisans, malgré qu'il doit faire des compromissions sur la réalité internationale. Ou bien il joue un Exactement. jeu, ou bien, parce que je me fais reprocher souvent, puis toi aussi, que tu ne comprends pas le plan. Tu ne comprends pas la méthode Trump pour arriver à ses fins. En tout cas, là, il est minuit moins une. J'ai hâte que le plan aboutisse, là, parce que il commence à. Il est même pas minuit moins une, là, on est à quelques secondes, hein. Ah non, absolument. Puis c'est de voir un peu comment les gens traitent ça à la légère. Et aussi, Bertrand, quelques commentaires, encore une fois, sur le traitement médiatique. Comment on se réjouit actuellement. Ici en Amérique, c'est épouvantable, là, les réactions que j'observe chez les partisans, là, pas juste les déclarations de Trump, mais je veux quand même te dire qu'il y a une lumière au bout c'est une déclaration que j'ai mise sur ma page Facebook de Candace Owen, Mhm. qui, à mon avis, mérite une mention, là, parce que quand il y a des choses intelligentes qui se disent aux États-Unis, et surtout Mme Owens, je te mets ça à l'écran. Je ne sais pas si tu l'as vu sur tweet. C'est Jean-Dominique Michel qui l'a publié. Je vais juste l'afficher à l'écran. Tu m'excuseras si je suis un petit peu plus lent que d'habitude. Là, Non, non, maintenant, c'est parfait, Karl. j'ai euh, j'ai un nouvel ordinateur portable qui va me permettre de me déplacer un peu partout au Québec, puis je vais pouvoir l'amener en Europe pour faire des émissions sur place. Et c'est un peu ça que j'expérimente en ce moment. Puis je remercie tous les donateurs de Brochu TV qui m'ont permis de faire l'achat de ce petit ordinateur-là qui risque de vous satisfaire. Avant, j'avais à déplacer ma grosse tour que j'ai endommagée avec le transport. Et je me suis acheté un portable justement pour faire des émissions. Écoute ce que Mme Owens dit. Malheureusement, là, je ne peux pas grossir. Il manque encore. Non, Il mais faut grossir. j'ai vu. Alors, il faut savoir deux choses qui Oui, sont hyper importantes. C'est que Candace Owens, depuis quelque temps, fait une émission avec peut-être un des meilleurs connaisseurs aux États-Unis de tout ce qui est sionisme, Israël, etc. Alors, je sais plus son nom. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, mais aux États-Unis, c'est un peu plus facile d'être courageux qu'en France, par exemple. oui. Et donc, Candace Owens est très au fait de la réalité, mais de la réalité objective, factuelle. Tu sais, quand tu discutes souvent avec des gens qui ont 30 ans, c'est comme si tu discutais avec des NSA des services secrets. Il connaît tellement bien ça qu'il va t'apprendre énormément de choses. Et encore une fois, il va énormément manquer. Eh bien, Candace Owens, elle a beaucoup de courage et maintenant elle a énormément de connaissances. Et c'est une des seules, véritablement aux États-Unis, avec une telle audience, à oser s'attaquer au lobby israélien. Elle est, pour ainsi dire, la seule, parce que la personne avec qui elle fait des émissions, il a 10 fois moins d'audience, il est connu. Mais quand tu as un profil considéré comme antisémite ou anti-sioniste ou appelle ça comme tu veux, tous les algorithmes, tout est très faible pour toi et il y a énormément de personnes qui n'osent pas s'afficher avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et ça y a pris, oui, puis aux États-Unis, plus on en apprend sur l'influence de l'EPAC et de ce groupe-là, plus on comprend Oui, ce c'est qu'on Yann trouvait Carroll. anormal. Il y a Hein? quelqu'un qui a mis, c'est Yann Carroll. Je vous invite à découvrir son compte. C'est Yann, I-A-N, Carroll, C-A-R-O-2-L. C'est Analog Signat. Donc Yann Carroll, c'est vraiment la personne qui a, excusez-moi l'expression, mais les plus grosses couilles sur ces questions. Alors ils sont plusieurs, hein, mais lui est le plus structuré, le plus. Et donc c'est suite à ces émissions que Candace Owens prend de plus en plus de courage pour être vraiment immédiatement sur ces questions-là. C'est-à-dire que contrairement à d'autres, elle n'attend pas, tu vois, de sentir un peu les tendances, etc. Elle s'exprime immédiatement comme ça. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale? euh, Écoute, euh, si l'Iran n'avait pas perdu tout son état-major, je dirais oui, mais l'Iran décapité, ça va être plumé comme un poulet. Donc, l'Iran va être comme la Syrie, tous les jours, Israël va bombarder. Donc là, ils vont dire c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis tous les jours, pendant 3 ans, ils vont bombarder. Puis dans 3 ans, ils vont refaire des gros bombardements ou tous les 6 mois. Donc maintenant, Israël va bombarder, comme bon leur chante, ce territoire iranien qui est complètement à leur merci. Donc il n'y aura même pas besoin de guerre mondiale. La seule possibilité, entre guillemets, d'une guerre mondiale, encore une fois, c'est que le président iranien
qui, je vous le rappelle, à mon avis, joue contre l'Iran, appellent au secours la Chine et la Russie. Et qui disent à la Chine et à la Russie, voire même à l'Arabie Saoudite, venez à mon secours. Et il ne le fera pas parce qu'en fait, il joue le rôle des États-Unis et d'Israël. Donc, il joue le rôle de la destruction de l'Iran pour en faire un nouveau pays vassal de l'Empire, un pays vassal du capitalisme. Et comme El Toro dit très bien, effectivement, une fois que la Russie aura malheureusement montré qu'elle n'était pas capable de protéger ses alliés, la Russie tombera parce qu'à l'intérieur de la Russie, les gens comprendront que ce pouvoir n'a aucune perspective de vivre longtemps, puisqu'il ne sait même pas protéger son territoire, puisqu'on a vu qu'il y avait des incursions avec des drones qui ont attaqué des bases nucléaires. Donc je vous explique, si les lieux les plus protégés de Russie sont capables d'être attaqués aussi facilement, vous imaginez des lieux importants mais moins stratégiques, ça peut être une catastrophe. Mais surtout, c'est exactement le même mode opératoire qui vient d'avoir lieu en Iran que celui qui a eu lieu en Russie. Eh bien, si vous reprenez mes émissions avec Karl, si vous reprenez mes tweets au moment de cette opération en Russie, j'avais dit, vous allez voir, d'ici très peu de temps, il va se passer exactement la même chose en Iran. Reprenez mes tweets, ils ont 15 jours ou 3 semaines. Ben voilà, il n'a pas fallu longtemps. Parce que c'était de la déduction depuis toujours. C'est Israël, le Mossad, qui tire également les ficelles en Ukraine. Avec les 2 personnes qui tirent les ficelles sont Macron et Netanyahou. Les stratégies sont dictées par Macron et après, vous avez le Mossad, etc. Si vous vous rappelez, au moment du 7 octobre, on a découvert que l'essentiel des instructeurs en Ukraine étaient des instructeurs juifs qui repartaient et qui disaient, ben voilà, maintenant j'ai formé des instructeurs, etc. Donc c'était des gens de l'armée israélienne, des commandos israéliens qui étaient arrivés en très grand nombre. Pourquoi il y en a autant en Israël? Parce que pour les personnes qui l'ignorent, le service militaire en Israël dure 3 ans pour l'ensemble des citoyens d'Israël et c'est un service qui est offert à tous les binationaux et éventuellement qui est offert à tous les juifs dans le monde entier. Et donc vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut pour former des personnes pendant 3 ans. Il faut énormément de formateurs. Bertrand, il reste une arme à l'Iran, malgré qu'elle soit désarmée, que tu nous as très bien expliqué ce soir, que Jean-Claude m'a expliqué cet après-midi, c'est le pouvoir de nuisance au niveau économique avec le détroit d'Ormuz. Oui. Si on venait qu'à bloquer du côté de l'Iran le détroit d'Ormuz, ça pourrait amener une série d'événements avec le prix du pétrole, hausse des taux d'intérêt, accélération de l'effondrement économique. Mais c'est ce que je te disais. Oui. Mais c'est ce que je te disais. Plutôt que de bombarder Tel Aviv, qui est purement symbolique, c'est pour des images. Ça amuse les gogos. Moi, j'étais triste, des gens que je respecte et qui étaient là, regardez ce que mais c'est débile. L'Iran, en faisant ça, tombe dans le piège. Alors que tu viens de dire l'essentiel. Si l'Iran veut gagner quoi que ce soit, ils bloquent immédiatement le détroit d'Ormuz. Ils sont soutenus par la Chine et la Russie, parce que la Russie, c'est son intérêt. Ils vendent du pétrole. Il y aurait 10 fois plus besoin du pétrole russe. Donc, la Russie, si on bloque le détroit d'Ormuz, c'est top. Et d'un point de vue efficacité des missiles iraniens, là, tu es du 100%. Tu dis, voilà, maintenant, tout ce qui passe dans le détroit d'Ormuz, plutôt que de les gâcher, maintenant, ils en ont plus. Ils vont se faire avoir comme des lapins et ils n'ont pas bloqué Ormuz. Écoute, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Rappelle-toi ce que j'ai dit dès le début. Ils ont tué tout le monde. Donc, tous les stratèges qui auraient pu penser au détroit d'Ormuz ne sont plus là. Wow. Tous les gens, les 1000 personnes les plus haut gradés, les plus capables. Là, les gens qui sont pris en remplacement, ce sont les nuls, qui sont incapables de penser à des choses stratégiques. La stratégie dans un pays, tu trouves pas sous un caillou des bons généraux comme ça, t'en as pas beaucoup. Rappelle-toi quand on a eu l'émission avec en hommage au général de la Ward. Oui. Des gens comme le général de la Ward, il y en a quoi? Il y en a 5 par génération. Dans un pays comme la France. Donc, dans un pays comme l'Iran, qui est à peu près 1,5 fois plus peuplé que la France, des très très bons, puisque l'armée est beaucoup plus nombreuse qu'en France. T'en avais peut-être 100. Ils en ont tué 1000. Wow.
tu me fais réaliser jusqu'à quel point c'est grave ce qui se passe là. Et que Mais c'est très, comment. très grave. Oui. Les mecs aujourd'hui, et c'est pas une critique contre eux, ils étaient des seconds couteaux, ils auraient passé leur vie à ne jamais être les chefs parce qu'il y avait 4 ou 5 personnes meilleures. Et quand ces 4 ou 5 meilleurs allaient prendre la retraite, il y en aurait eu d'autres meilleurs qui seraient arrivés. Là, ils ont propulsé à tous les postes importants des gens moyens et médiocres, comme le président actuel de l'Iran, qui a un défaut. Il est arrivé suite à un assassinat. Il n'y avait pas de mecs vraiment bien qui étaient candidats. Il y avait 17 candidats en Iran. Puis l'autre chose que j'ai réalisé avec le détroit d'Ormuz, c'est que dans la mer Noire, les Ukrainiens, malgré leur peu de moyens, ont réussi à faire mal avec des drones sous-marins Bien sûr. à la Russie. Et donc, ça ne prend pas de gros moyens au niveau maritime là, pour perturber cet endroit-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas ça. Là, tu as entendu ce qu'a dit Netanyahou, c'est que maintenant, tous les efforts des Américains, de tous les services secrets alliés, etc., c'est de retourner le régime en Iran. Il faut que tu imagines qu'en ce moment, aux États-Unis, en France, à Londres, tu as une diaspora iranienne qui fait peut-être 1 million de personnes ou 2 millions de personnes. Et tous ces gens-là sont en train de ramer pour renverser le régime en place. Parce que ces gens-là rêvent qu'une fois que le régime en place est tombé, ils vont revenir et ils vont devenir milliardaires en Iran. C'est ça qui se passe. J'ai vécu dans cette communauté et je sais comment ils fonctionnent. Ces gens rêvent depuis des années, pas parce qu'ils aiment l'Iran, parce qu'ils aiment l'argent. Ils sont pas partis d'Iran parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Ils sont partis d'Iran parce qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. C'est important que tu le dises, ça aussi, parce que les gens ont l'impression qu'ils ont quitté l'Iran parce qu'ils étaient, c'est ça, la religion les empêchait, puis c'est un régime. Ah oui, ah oui, ah oui. Et ça, c'est important de reprendre tout ce que tu nous apportes comme information à ce niveau-là, parce que moi, je crois énormément qu'il faut sortir de ces mythes-là, mais nous, on fait notre travail, mais je regarde autour de moi, puis c'est des préjugés qui sont ancrés fortement. Mais tu vois, les gens écoutent pas. Il y en a un qui dit, mais Bertrand dit qu'il y a 900 personnes qui sont tombées dans un bunker en sucre. Il n'a pas écouté. Il y a environ 1000 officiers supérieurs, dont les 20 plus hauts gradés qui sont morts, mais c'était en allant vers les bunkers, dans leurs appartements, dans leurs immeubles. Il y a des immeubles entiers qui ont été détruits dans plein de villes, parce que, au cas où vous l'ayez oublié, en Russie aussi, il y a des généraux qui ont été tués. Des généraux très importants, et ils ont été tués très facilement. Il n'y a pas eu d'échec pour ces tueries. Donc vous imaginez en Iran, où c'est moins structuré qu'en Russie, etc., avec une cinquantaine d'agents secrets infiltrés, parce que c'était une mission très importante. Netanyahou, ce que je viens de vous dire, l'a expliqué. Quand je l'avais expliqué pour le Hezbollah, il y a le même type d'analyste en caoutchouc qui me disait mais non, le Hezbollah va sortir encore plus fort de cette crise, des bombardements, tu verras. Bah, voilà quoi. Moi, si vous voulez, j'ai fait mon service national. J'étais aide de camp d'un général 4 étoiles qui était le patron des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre. D'accord? Donc, ces choses stratégiques, la difficulté d'avoir des commandants de bon niveau, parce qu'en plus, il était le général en charge de la sélection des capitaines qui allaient devenir généraux. Il était le président du comité, en fait, qui choisit ça. Ensuite, ils sont proposés au Conseil des ministres et tu passes général au Conseil des ministres en France. Et donc, c'est très important de concevoir ça. À l'échelle d'un pays comme la France, des gens qui ont le potentiel de devenir des généraux qui montent haut en grade, il y en a très, très peu. Vous savez combien il y a de généraux 5 étoiles? En France, en même temps, il y en a 5. Ah oui. Chez les 4 étoiles, il y en a une vingtaine. Il y en a très peu. Et la plupart sont dans des états-majors et servent absolument plus à rien. Ils sont souvent des personnes politiques, parce qu'on n'a pas une armée capable d'active. On a des armées de stratèges. Le cœur de toute notre armée, c'est la dissuasion nucléaire, ou alors des opérations, surtout avec les légionnaires en Afrique ou ailleurs. On n'est pas une armée qui est faite pour faire la guerre. On est une armée qui est faite pour aller foutre le bordel dans des pays qui n'ont pas d'armée, ou qui est faite pour envoyer des bombes nucléaires. C'est la seule chose qu'on a. On n'a même pas de chars, on a à peine des canons César, mais on nous dit qu'il faut en garder un peu en France, mais ça ne nous servira à rien.
Et Bertrand, c'est ce que je disais à certains, effectivement. Quand tu regardes le type de guerre qu'on peut mener en Occident, c'est à peu près juste ça, effectivement, peser sur des boutons. Parce qu'à part ça, ils n'ont pas grand moyen, là. Non, mais l'Iran va pas du tout toucher les bases américaines Non? parce que ils sont déjà suffisamment fous pour avoir tiré sur Israël pour aucun résultat. Le seul résultat des missiles envoyés sur Israël, c'est qu'ils vont s'en prendre encore plus dans la gueule légitimement. Ah, exactement. C'est Tu sais, c'est ce comme, qu'on va citer. Exactement. Karl, toi, c'est comme si tu te retrouves face à Tyson. Ouais. Tu vois, t'as Tyson. Et t'es costaud quand même, Karl, t'es pas un foluquier. Mais Tyson te fout un coup de poing, tu tombes par terre et il te casse 4 dents. En tombant, tu te casses les doigts. Et bah, tu peux te relever pour aller prendre la baffe suivante, ou tu peux dire j'appelle au secours, j'essaie de partir en courant, trouver un policier pour qu'il lui mette des menottes et puis il va finir en prison. Mais si tu te lèves et que tu veux reprendre des baffes, tu vas mourir et le mec va partir sans laisser de traces. Voire même il va te couper en morceaux, il va te mettre dans une poubelle et on ne saura même pas que tu as existé. C'est ça qui se passe. À un moment, quand la relation, la force est trop disproportionnée, c'est même plus se battre pour l'honneur. Il faut être intelligent. Et je pensais, moi, que les Iraniens, c'était des grands stratèges. Mais si tu avais l'ancien président Raisi, si tu avais Soleimani, si tu avais tous les mecs qui sont morts, qui étaient vivants, ou ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, un seul d'entre eux, il aurait dit, non mais les gars, faites pas ça, c'est de la folie. Est-ce que vous croyez vraiment que l'ayatollah Khamenei, qui est un type qui passe sa vie à pleurer, à prier, pardon, ouais. Il est un grand stratège? Évidemment non. C'est pas un militaire. Il ne connaît pas grand-chose à la chose militaire. La chose militaire, c'est un métier. Wow. Imaginez tous les moyens qu'ils ont d'investir des organisations militaires à travers le monde. Moi, je peux m'exprimer un peu sur la chose militaire parce que j'ai passé 1 an et ensuite je suis monté en grade, etc., parce que j'ai continué. Et après, j'ai même eu comme employé ce général. Et donc, on continue à parler de toutes ces choses-là, de ses expériences dans l'armée, de ce qu'il lui avait appris, etc., etc. Et donc, je peux m'exprimer, mais la plupart des gens n'ont jamais été confrontés, ni d'Ève, ni d'Adam, au monde militaire. Bertrand, écoute, je dois mettre fin à l'émission. Mais t'étais en train de dire un truc, je t'ai interrompu, tu veux pas revenir en arrière? Ah non, mais écoute, on va se reparler dimanche soir. Parce que je me fais engueuler après par les gens qui disent t'interromps trop souvent Karl. Bon, non, écoute, on va se reparler dimanche. Je crois qu'en fin de semaine, on va suivre attentivement qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis. C'est quand même, on vit une période unique dans l'histoire, là, tu seras d'accord avec moi. Ah ouais, c'est une période folle. Oui, et écoute, j'espère qu'on va éviter le pire. Moi, je portais beaucoup de confiance en Donald Trump, mais là, en ce moment, je dois te dire que je suis un petit peu ébranlé, mais je garde espoir. Je garde espoir au travail qu'on fait. Je pense que le peuple, lui, observe ça actuellement, puis et en a marre. Je voudrais juste dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Oui. Quand l'émission en direct est finie, si vous êtes capable de revenir 5 minutes après, une fois que la vidéo est en ligne, pour mettre des commentaires, c'est meilleur pour les algorithmes. Parce qu'en fait, les commentaires que vous avez mis dans le chat, ils sont pas reportés dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de me faire un don. Je voudrais bien changer d'ordinateur aussi. Souvent que moi? C'est ça que tu dis, là? Même que toi, Karl. Écoute, je tiens à te dire que j'apprécie beaucoup. Tu es unique là-dedans. C'est tes connaissances des religions dans le monde et ton expérience internationale qui, même si on te le reproche, parce que j'écoute les commentaires. Mais tu vois, là, il y a quelqu'un qui dit que je t'interromps trop. Mais d'abord, ça ne le regarde pas, c'est entre toi et moi. Bien sûr, non, absolument. Puis je dois te dire que souvent, des fois, j'ai pas tout le temps des questions très claires et toujours t'es toujours aimable avec moi parce que vous comprenez aussi que je suis pas un grand spécialiste, mais un passionné de géopolitique. Et ce que vous nous apprenez au Québec est unique. C'est ce que je réalise, Bertrand, comment il est difficile de sortir de certains mythes qui nous mènent droit vers la division. Et je comprends très bien le jeu des mondialistes de nous avoir mis toutes sortes de sociétés avec toutes sortes de cultures différentes en développant toutes sortes de crises
pour ensuite en profiter. Quoi qu'il arrive, là, l'État profond, ceux qui contrôlent nos médias et autres, sont capables de faire d'un événement qui n'est pas à leur avantage. Si tu leur laisses quelques jours, ils vont être capables de virer le menteur en héros Exactement. et vice-versa. Et ils le font toujours. Ils le font très bien. Et quand c'est une opération comme ça qui est planifiée depuis longtemps, bah, l'avantage, c'est qu'ils avaient déjà tous les discours. La guerre préventive, pour sécuriser notre survie dans la région, etc., etc. Enfin, c'est délire. Exactement. Puis je réalise aussi, j'écoute de moins en moins les commentaires dans le clavardage, même, puis j'essaie effectivement à ta demande, mais je commence à comprendre. Éliminer ceux qui semblent souffrir de nous écouter. Donc, bah oui, il faut mieux qu'on parte ailleurs et il faut leur faciliter la vie. Bien sûr. Merci Bertrand. On se reparle dimanche. Toujours un plaisir. Merci Karl. À bientôt à tous. Et n'hésitez pas à m'écrire, à vous abonner à mon Substack et autres. Oui, absolument. Je vais le mettre à l'écran avant de quitter. Merci Bertrand.